Tout d'abord, je veux vous remercier d'écouter cette interview avec Marie-Ève de Fieldweb Formation. Je suis sûre que vous allez apprendre plein de choses à propos de Marie-Ève, de son parcours et de son entreprise. Malheureusement, il y a eu un petit problème technique à la fin de l'interview et les dernières 5 minutes ont été coupées. Et c'est justement le moment où Marie-Ève vous invite à son webinaire gratuit. Donc pour apprendre sa méthode étape par étape pour créer un site web, je vous invite à vous inscrire sur fieldwebformation.com/inscription. Vous trouverez également ce lien au-dessus de la vidéo sur Havit.fr. Et voici maintenant l'interview. Bonjour, je m'appelle Anne, je suis la créatrice du site Havit.fr qui a comme vocation d'aider, d'inspirer et de motiver des futurs web entrepreneurs. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'interviewer Marie-Ève. Marie-Ève est la créatrice de Fieldweb Formation. C'est une plateforme de formation en ligne sur laquelle elle lance très bientôt sa première formation WordPress pour apprendre à créer et gérer un site web. Bonjour Marie-Ève. Bonjour Anne. Comment ça va? Ça va très bien, nickel, sous le soleil. Je viens de faire une petite introduction, mais raconte-nous un peu qui es-tu et quelle est ton entreprise? D'accord. Alors, je m'appelle Marie-Ève Louvel, j'ai 30 ans et j'habite à Marseille. Et ce que je fais dans la vie, je donne des formations auprès d'entrepreneurs, je les forme en fait à créer leur site web. Pour ça, je travaille dans des centres de formation sur Marseille ou en partenariat avec la Chambre des métiers de l'artisanat. Et j'ai également, j'anime un blog Les Doigts dans le Net sur lequel je donne des astuces pour gérer et créer son site web, notamment avec WordPress. Et donc là, je suis en train de lancer, comme tu l'as dit, Fieldweb Formation, qui est une entreprise 100% en ligne sur laquelle je propose des formations pour apprendre à créer son site web de chez soi, tout en bénéficiant de l'accompagnement d'une formatrice. Donc l'idée, c'est d'avoir le même accompagnement qu'en présentiel, mais de pouvoir le faire à distance, voilà, de chez soi. D'accord. Beaucoup d'entrepreneurs ont de mal à trouver l'idée justement pour se lancer. Donc, j'aimerais savoir comment est-ce que toi, tu as trouvé ton idée et à quel moment tu as su en fait que c'était la bonne idée pour te lancer? Alors, bien tout d'abord, j'ai eu l'idée en fait quand j'ai commencé à donner des formations en présentiel sur ce type spécifique de public. Je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait des gens qui arrivaient d'assez loin pour venir suivre les formations sur Marseille. Et même parmi les gens qui habitaient à Marseille, il y en a beaucoup qui m'ont rapporté que c'était pas facile de trouver ce type de formation, qu'il y avait très peu d'offres. Et puis une fois qu'on avait trouvé une offre, il fallait encore avoir les bonnes dates, le bon lieu, que très souvent c'était à Paris. Donc voilà, il y a beaucoup de contraintes et finalement, c'était pas si simple d'apprendre à créer son site lors d'une formation en présentiel. Après, en plus, je me suis rendu compte que l'inconvénient des formations en présentiel, c'est qu'une fois que tu rentres chez toi, t'as un support de cours, mais c'est tout ce que tu as. Hein. T'as pas de cours en ligne, t'as pas de mise à jour de tes connaissances. À tel point qu'on a même fait une séance, on a mis au point une journée en fait de mise à jour des connaissances pour les anciens élèves, qui a lieu 1 an après la formation, où justement donc les élèves reviennent en salle pour mettre à jour leurs connaissances, parce qu'ils ont un petit peu oublié des points qu'ils n'utilisent pas souvent. Donc tout ça, je me suis rendu compte qu'en fait, ce serait bien de pouvoir apporter la formation chez les gens, à leur domicile, pour faciliter l'accès, puis aussi pour faciliter l'apprentissage sur la longueur, quoi, et pas juste avoir une semaine de formation, mais avoir plus long et pouvoir vraiment développer son autonomie en ligne. D'accord, donc cette idée t'est vraiment venue par rapport à un problème que les gens que tu voyais déjà pendant tes formations t'ont dit et que du coup t'as cherché une solution en fait. Voilà, c'est ça. J'ai vraiment cherché une solution. J'ai analysé ce qui se faisait déjà au niveau des formations à distance et je me suis rendu compte qu'il y avait des gros manques dans les formations à distance, notamment au niveau de l'accompagnement justement. Parce que quand on choisit aujourd'hui de faire une formation à distance, on l'a fait tout seul un peu. On a un support, mais on n'a pas un vrai conseil quotidien tout au long de la création du site, tout au long de la formation. Et donc ça manquait. Et alors pour répondre sinon à ton autre question, parce qu'il y avait deux questions en une. Tu m'avais dit donc, tu m'as demandé quand est-ce que j'étais sûre de mon projet. Alors, Ouais. ça c'était difficile à répondre. Je crois qu'en fait, on n'est jamais vraiment sûr de son projet jusqu'à qu'on ait vraiment confronté son idée à son marché. Donc moi, pour l'instant, je l'ai juste confronté avec une étude de marché. Ça a déjà été très positif. Ça m'a vraiment ouvert les yeux sur les besoins des personnes à qui je m'adressais. Et vraiment, ce qui m'a décidé dans cette étude de marché, c'est qu'à la fin, en fait, la dernière question, j'avais juste mis une petite question, vous savez, une question ouverte du type, vous voulez vous rajouter quelque chose, ou un truc très très libre. Et en fait, j'ai eu plein de retours très spontanés, très enthousiastes des personnes que j'avais interrogées, comme quoi le projet répondait vraiment à un besoin,
que c'était une très bonne chose de mettre ça en place, qu'il y avait une vraie demande. Et donc là, ouais, je me suis rendu compte que je pense que j'ai un vrai marché devant moi. À moi maintenant d'arriver à les convaincre et puis après être efficace, quoi. Donc, ça ira mieux dans 3 mois quand on aura fini la première session de formation. Là, je pourrais vraiment savoir si j'avais une bonne idée. Oui, mais tu as quand même déjà du retour, tu as fait une enquête, tu as fait une étude de marché, donc Oui, tout à fait. je Puis il y pense a encore, que voilà. même maintenant, les gens, ils peuvent s'inscrire encore sur le site et je communique avec eux environ toutes les semaines. Parfois, je fais 10-15 jours quand j'ai pas le temps. Je leur envoie des petites nouvelles, je leur pose des questions, je leur demande leur avis sur le choix du logo, sur les choix techniques de la plateforme de formation. Et donc là aussi, je vois quand même que voilà, il y a de l'intérêt, quoi. Les gens ne sont pas juste inscrits pour attendre, mais ils sont quand même intéressés par le projet. Donc c'est très motivant. Ça, c'est sûr. Bon, j'imagine que cette idée, tu l'as pas hier pour te lancer aujourd'hui, hein, donc est-ce qu'il y avait quelque chose qui te retenait en fait pour avant de te lancer? Oui, 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 c'est vrai, je me souvenais plus ce que j'avais préparé. Qu'est-ce qui me retenait? Non, il n'y a pas rien qui me retenait. Si, Non, en tout fait, va si, bien. il y a quelque chose qui me retenait parce que comme tu l'as dit, oui, ça fait longtemps que je pense à ce projet. Et en fait, quand je me suis lancée en tant qu'auto-entrepreneur il y a 2 ans, j'avais pas encore vraiment l'idée de ce que je voulais faire sur le web, mais je savais que je voulais faire une entreprise sur le web. Et justement, que ce statut d'auto-entrepreneur me permettait un peu de sonder le marché. Et puis finalement, j'ai trouvé à peu près au bout d'1 an cette idée. Mais j'arrivais pas à la mettre en place parce qu'il y a tellement de choses à faire pour lancer une entreprise, c'est la folie, quoi. C'est vraiment, moi je suis habituée, je suis formatrice au départ et développeur, donc je suis plutôt habituée sur la technique. Maintenant, quand je fais des formations en présentiel, c'est plutôt avec des centres de formation, donc j'ai pas du tout le côté prospection, tout le côté démarchage commercial, ça j'ai pas. Quand je dois faire une intervention, bah, c'est ma formation que je prépare, la pédagogie vraiment, puis après je la fais. Alors que là, d'être tout seul, bah, il faut préparer à la fois les partenariats comme ce que je fais avec toi, il faut préparer la presse, faire des communiqués, il faut faire tous les tests techniques aussi pour les tests de la plateforme, il faut se renseigner sur les statuts pour la société, parce que avec le statut d'entrepreneur, ça passait pas au niveau du chiffre d'affaires. Donc en fait, il y avait plein de briques à mettre en place et je savais pas du tout par où commencer. Et je pense que là où vraiment j'ai commencé à faire quelque chose de constructif, c'est quand je me suis inscrite dans une pépinière pour me faire accompagner. Là, ça m'a permis déjà de prendre confiance en moi parce que je me suis rendu compte que mon projet était très bien accueilli parmi les personnes qui m'accompagnaient. Et puis ça m'a permis de mettre ouais, toutes les petites briques, de me faire aider pour construire l'avantage commercial, me faire aider pour construire l'argumentaire commercial, les communiqués de presse, l'expert comptable qui s'occupe de tout ce qui est très compliqué de création d'entreprise. Donc voilà, il y a plein d'acteurs finalement maintenant qui m'aident à construire cette entreprise. Et je pense que ça a vraiment été le déclic. Sinon, je serais encore en train de balbutier, quoi. D'accord, ok. Et donc ça, c'est ce qui te retenait, mais peut-être qu'il y a aussi des moments un peu difficiles quand tu avais déjà décidé de te lancer. Est-ce que tu peux partager avec nous un de ces moments difficiles et comment tu as fait justement pour le surmonter? Alors, ben, je pense que le moment le plus difficile, c'est par rapport à mon blog, parce que donc j'ai lancé ce blog justement pour me faire un peu connaître et pour pouvoir être à l'écoute des personnes et de leurs besoins. Et il marchait très très bien jusqu'à que je fasse une bêtise de référencement qui m'a valu une pénalité dans Google. J'ai même pas vraiment fait exprès, mais ça a divisé mon trafic par 3. Et depuis, j'ai un filtre en fait et j'arrive pas à augmenter mon trafic. Je suis bloquée à 500 visiteurs jour. Et de tout ce que j'essaie de faire, il n'y a pas moyen. Alors que j'étais presque à 1000 visiteurs il y a 1 an quand j'ai eu la pénalité. Hum, Donc 1 an plus tard, je suis toujours à 500. Alors que si j'avais pas eu cette pénalité, je pense que je serais facilement à 1500 visiteurs par jour, hum. même peut-être 2000 parce qu'après c'est un peu exponentiel, hein, plus il y a de visiteurs, plus on est Oui, repris, ça fait effet boule de neige. Donc c'est vrai que c'est vraiment dur de s'être investi autant sur ce blog sans quasiment de retour financier. Hein. C'est vraiment le retour, c'est on ouais. récompense le nombre d'inscrits qu'il y a là-dessus, le trafic, les commentaires. C'est vraiment ça mon salaire. Et du coup, de se voir limité comme ça à 500, c'est super rageant, super frustrant. Donc, pour résoudre ça, ben, j'ai sous-traité mon référencement à une société qui m'a coûté un bras et qui, au final, a pas tellement amélioré les choses. Hein. Enfin, on a beaucoup Hum. amélioré vraiment le site. Hein. On a beaucoup fait de travail dessus. Mais malgré ça, il y a toujours la pénalité. Ça s'en va pas. Et je suis toujours limitée à 500 visiteurs par jour. Donc c'est un double échec, quoi. Même ce que j'ai fait pour m'en sortir, ça marche pas. Et en plus, je me suis ruinée dans le chemin.
Donc c'est vraiment un coup très dur. Mais là, je pense que ma nouvelle stratégie, c'est d'essayer plutôt de diversifier les sources de trafic et Mm. puis d'augmenter la qualité du trafic aussi. Donc, ok, D'accord. j'ai pas beaucoup de pages qui sont positionnées, mais alors j'essaie de vraiment bien me positionner là-dessus pour que le trafic du coup soit bien qualifié. J'essaie d'améliorer l'ergonomie du site pour augmenter le taux de conversion des inscrits. Mhm. J'ai encore énormément de travail d'ailleurs à ce niveau-là. J'ai beaucoup de choses que je veux faire sur ce blog. Là, j'ai pas le temps, mais il y a beaucoup de choses que je veux faire pour l'améliorer. Et donc voilà, en tout cas, j'abandonne pas du tout le blog. Hein. Le but, c'est vraiment de Mm. continuer là-dessus. Mais je crois que je vais me faire une raison que je n'arriverai pas à avoir plus de 500 visiteurs par Google. Et bah tant pis, je vais développer des partenariats et des sources de visibilité différentes. Parce que bon, bah voilà, à un Mm. moment, on peut pas lutter contre Google. Donc là, Ça, c'est sûr, malheureusement, on peut pas du tout lutter contre Google et je pense que tu as dit quelque chose de très important, c'est en effet de diversifier ses sources de trafic parce que peu importe si on se base que sur Facebook ou que sur Google ou que sur Twitter ou que, voilà, quand il se passe quelque chose, on est quand même très vite bloqué et ça peut mettre en péril carrément une société. Là, comme tu dis, ton blog c'était pour te faire connaître et tout, mais quand même, tu t'es investi énormément dedans, de temps, voilà, et ça aurait pu t'aider encore plus dans le lancement de Feedback Formation. Donc voilà, bah, forcément, c'est l'idée, hein, c'est c'est clair. frustrant, ouais. Donc c'est très frustrant quoi, parce que j'ai vraiment travaillé pour ça et au final, je me rends compte que je suis bloquée. Donc ce que Mm, je devrais faire par exemple, c'est faire plus d'articles invités, mais ça maintenant c'est aussi pénalisé par Google. Donc mm, alors que c'est un super vecteur de trafic et de notoriété. mm. Du coup, je suis un petit peu en panne d'inspiration. Je crois que je vais quand même faire des articles invités en faisant très très attention aux backlinks pour pas que ça me pénalise un peu Ouais. plus. À Voilà. vraiment sélectionner ces sites sur lesquels on publie et voilà, Ouais, ouais, à ouais. vraiment faire attention aux Ouais, liens faire en super effet. attention, c'est ça. Et puis peut-être aussi investir un petit peu dans la publicité payante Mm. qui amène directement sur la page d'inscription, sur une page d'inscription du blog, quoi. Mais pour ça, il faut que je repense l'inscription au blog, qui je trouve est un peu complexe aujourd'hui. D'accord, ok. Bon, heureusement, il n'y a pas que des difficultés hein, quand on travaille sur le web. Il y a aussi des moments où voilà, tu sens que vraiment ça va marcher ou ça marche bien. Est-ce que tu peux partager avec nous un moment comme ça où vraiment tu te sentais au top? Eh bien, par exemple, cette semaine, en fait, d'une manière générale, quand je suis en formation, je me sens très bien parce que je me sens vraiment utile avec les personnes que j'accompagne. Et là, cette semaine, j'ai accompagné une personne de, je sais pas si j'ai le droit de dire en fait, parce que je suis sous-traitée. Alors bon, un organisme Une marseillais. personne. Voilà, un organisme marseillais, donc une personne d'un organisme marseillais dans le domaine de la culture en fait. Et donc je l'aidais en fait à remettre en place un blog qui était coincé depuis presque un an suite à une mise à jour en fait. Ils ont une, enfin c'est pas suite à une mise à jour en fait, ils ont eu une attaque sur leur serveur. L'hébergeur avait installé un outil pour protéger de ces attaques. Et cet Ouais. outil a fait en fait que quand la personne a voulu mettre à jour son site, ça a tout planté la mise à jour et ça a planté le site. Mm. Et à ce moment-là, elle n'a pas réussi à avoir d'aide de son hébergeur. Et puis après, comme beaucoup de monde, finalement, elle a caillé l'affaire parce qu'elle avait Laisse d'autres tomber. responsabilités. Et donc là, en formation, on a aussi débogué ce problème-là. On a remis le site en place. Je lui ai expliqué pourquoi, le comment. On a appelé l'hébergeur. On a vraiment fait un travail d'équipe. Et c'était très valorisant de voir que la personne a bien compris pourquoi et qu'elle était du coup très intéressée. Après, du coup, après on a fait la formation où je lui ai appris plein de choses du coup sur la gestion de son blog. Et à la fin, voilà, quand je suis repartie, elle était vraiment super ravie. Elle avait un site qui fonctionnait avec plein de nouveaux outils, un nouveau thème, réinstallé au Mm. propre, tous ces mots de passe bien rangés, tout ça. Donc c'était très valorisant et voilà, tout s'est très bien passé. Alors qu'il y avait du défi, hein, parce qu'il y en avait des bugs à réparer. C'était pas évident, mais on a bien fait ça. Ouais, donc le retour d'un client heureux, ça fait toujours Et ouais. voilà, ça fait toujours plaisir et c'est pour ça que qu'on le fait aussi. Les formations, c'est Voilà, toujours c'est comme ça. Hein. C'est vraiment ce qui change par rapport à la production, c'est que quand on fait de la production, on envoie un mail au client pour dire que c'est fait, et puis on a que ce qui va pas. En ça. général, il nous renvoie un mail, il va nous dire oui, bon, ça va bien, tout content, sauf tel point, tel point, tel point. Donc finalement, c'est beaucoup plus, le client insiste toujours beaucoup plus sur ce qui va pas. Alors qu'en Mm. formation, les gens insistent plus sur ce qui va bien et sur leur satisfaction, parce que justement, c'est normal, c'est de la formation, donc ils sont éduqués, donc ils se rendent compte vraiment de la valeur du travail qui a été fait.
ils se rendent compte de la portée de ce que ça peut leur apporter, beaucoup plus que dans une production comme ça où on reçoit son site et on reçoit juste avec un mail comme ça. On n'a pas été impliqué vraiment dans le développement. Donc en formation, ouais, le retour des clients, c'est ce qu'il y a de mieux, quoi. Ouais. Bon, pour moi, un de ces moments clés, c'était aussi ma première vente. Du coup, je sais pas si toi, t'as déjà vécu ce moment ou si, voilà, c'est quelque chose à raconter par rapport à ça. Ben moi, c'était pas ma première vente, mais du coup, c'était ma première formation. Parce que c'était pas tout à fait la première, parce que j'en avais déjà fait deux de 2 jours, devant des tout petits groupes. Je crois qu'il y en avait une, c'était seulement 2 personnes, et il y avait un autre groupe, c'était juste une personne. Bon, ça m'avait pas trop stressé. Mais après, j'ai fait une formation devant un groupe de 20 personnes. Et en Ah oui. plus, c'était là, j'avais 10 jours avec eux. Et après, j'enchaînais encore sur 4 cours de 1 semaine. Donc en tout, j'avais toutes 6 semaines de cours avec cette classe. Donc quand même une certaine responsabilité dans le développement des compétences parce que tout ça c'était des technologies web, donc il fallait quand même fallait bien faire le premier niveau pour pouvoir accéder aux autres et tout. Et là j'avoue, ouais, j'étais super stressée. Je me suis présentée, j'avais la boule dans le ventre et tout. Mais au final ça s'est super bien passé, aussi bien la gestion de groupe que la formation en elle-même. Il y en a très peu qui ont pas réussi parce qu'on ça on peut pas toujours on peut pas être dans la tête des gens. Il y en a très peu qui n'ont pas réussi, il y en a quand même quelques-uns qui n'ont pas réussi, mais il y en a très peu. Et globalement, tout le monde était très satisfait. Si c'était en plus la première formation que je donnais dans un des centres qui par après m'a donné quasiment toutes les formations que je fais en présentiel, c'est via eux. Donc c'est aussi de l'enjeu parce que je savais que c'était un gros centre et qu'il y avait moyen qu'ils me donnent encore des formations derrière. Donc voilà, aujourd'hui ça se passe très bien avec eux, c'est très chouette et voilà, je garde cette première formation, j'en garde un excellent souvenir. D'accord. Bon, aujourd'hui, on a bien compris que tu lances ta formation. J'imagine que c'est ça qui t'anime le plus dans ton business. Qu'est-ce que tu peux nous raconter par rapport à ça? Bah oui, c'est clair que c'est vraiment ça, hein. En ce moment, j'ai même arrêté de faire des articles sur les doigts dans le net, sur mon blog. Je fais des articles, mais c'est de la veille parce que j'ai plus le temps de rédiger et j'ai vraiment trop de travail. Je crois que ce qui a été très intéressant, enfin, il y a plein de, comme tout est très différent, il y a plein de choses qui sont intéressantes, c'est difficile de comparer. Mais une des choses qui a vraiment été intéressante techniquement, en tout cas pour moi, c'était de tester différentes plateformes de formation et de m'intéresser vraiment aux outils d'e-learning. Parce que c'est vrai que c'était un domaine que je connaissais pas encore trop. Et, euh, et ça m'a permis de me rendre compte voilà, de tout ce qu'il existe, les classes virtuelles, les exercices interactifs, et encore, je pense que je connais 5% de ce qui est possible de faire en e-learning, tellement c'est énorme, tellement c'est un domaine qui est en train d'exploser. Ouais. C'est bien, ça me donne de l'espoir pour l'avenir. Je me dis que je pourrais que améliorer mes formations et que m'améliorer aussi. Mais c'est vrai que ouais, j'ai découvert plein de choses et j'en suis encore qu'au tout début. Mais en tout cas, de pouvoir tester les différentes plateformes, ça a été très intéressant. Ça a été un gros travail. Et je pense que la personne que j'ai choisie, ouais, elle est vraiment bien, va vraiment bien être adaptée, très ergonomique, et puis elle est agréable d'utilisation. Ça devrait être bien. Bon, j'ai déjà vu un petit avant-goût, on va dire, sur ton blog, donc ça donne envie de voir le reste en tout cas. Bon, je te remercie déjà énormément pour ce que tu as partagé avec nous, tes difficultés et tes points forts et voilà ton voyage en tant qu'entrepreneur. Mais on cherche aussi à donner de l'information et des ressources. Donc, est-ce que tu es prête? Je suis prête. Ok. Si tu devrais donner un livre à lire obligatoirement, ça serait lequel? Alors, un livre qui m'a énormément marqué, moi, quand je l'ai lu il y a longtemps, mais vraiment beaucoup marqué. C'est un livre qui a rien à voir avec la technique, avec le web. Ça s'appelle Cessez d'être gentil, soyez vrai, de Thomas d'Alsembourg. C'est un best-seller, hein, c'est très connu. Je sais pas si t'en as déjà entendu parler. Non. Non. Enfin, pas. Donc, c'est un Belge, Thomas d'Alsembourg. Et En plus. en plus, voilà, c'est pour ça. C'est un éducateur spécialisé qui a mis au point, en fait, je sais pas si c'est lui qui a mis au point, mais en tout cas, non, je pense pas que c'est lui qui l'a mis au point. Mais la pratique, c'est en fait un livre sur la communication non violente. Donc, en fait, c'est comment s'exprimer sans agresser l'autre. Et au départ, on peut se dire, ouais, c'est bizarre quand même comme domaine. Mais en fait, moi, j'avais la tendance à agresser les gens quand je parlais, sans le vouloir, hein, évidemment, de façon complètement inconsciente. Et du coup, souvent, j'avais du mal à m'exprimer parce que les gens, ils se sentaient attaqués, en fait,
alors que moi, j'étais juste curieuse. Et avec ce livre, j'ai vraiment découvert une façon de m'exprimer qui agresse pas du tout l'autre, qui est très respectueuse et qui justement est utilisée par les éducateurs spécialisés qui font face à des publics difficiles et souvent susceptibles, avec qui justement il faut pas agresser, hein, même si on fait pas exprès, hein. Vraiment bien prendre dans le sens du poil et savoir comment s'exprimer sans que l'autre se sente pris à partie. Et donc voilà, c'est ce que s'explique ce livre. C'est une toute petite méthode en plus, c'est ça qui est fou, c'est que je relise parce que je me demande toujours comment il a fait pour écrire tout un livre sur une méthode si simple. Mais en fait, c'est vrai que c'est rempli d'exemples, d'applications qu'il a eu dans son métier. Et c'est très très intéressant, on intègre vraiment bien la méthode. Et après, du coup, quand on est en face de quelqu'un, qu'on essaie d'argumenter sur quelque chose, surtout pour l'argumentaire, où là, on va avoir tendance à retrancher les autres dans leurs avis, puis à dire non, moi je pense ça. Du coup, on est un peu respectueux. Et ben, dans des cas comme ça, un peu de conflit, cette méthode-là est vraiment géniale pour faire passer le message et continuer le débat sans que personne se sente agressé. D'accord, ok. Et quelle est la ressource en ligne sans laquelle tu ne pourrais plus vivre? Eh ben, c'est Google Agenda. Des D'accord. fois, je me dis même que c'est de mettre en danger toute ma société parce que si ça venait à tomber, j'ai pas de sauvegarde, j'ai rien du tout. Il y a tout mon planning dessus, tous mes interviews. Ça commence à m'inquiéter un petit peu quand même et peut-être que je vais essayer de passer sur un autre planning, mais honnêtement, j'avais cherché avant une appli ou quelque chose d'agenda qui fasse la même chose. J'ai pas trouvé. Il y a que Google Agenda qui est aussi simple à utiliser. Voilà. Ça me fait peur. En même temps, je n'ai pas trouvé mieux. Alors, je lance un appel si quelqu'un connaît un outil si possible gratuit ou alors vraiment pas trop cher qui fasse la même chose que Google Agenda, je suis preneuse. Ouais, t'es pas du tout la seule à parler des produits Google, hein. On a déjà entendu Google Analytics, la Google Agenda. Bon, je pense que malgré tout, les produits Google sont quand même très très utiles quand on travaille sur le web, pour ne pas dire indispensable. Même si des fois, comme tu dis, ça peut faire peur parce que quand on a tout chez le même, chez la même entreprise ou voilà, ça peut être dangereux potentiellement. Ouais, puis il n'y a aucun contrôle, quoi. Si demain, c'est un outil gratuit, si demain ils ont envie Si de le demain changer, ils le changent, quoi. Donc, exactement, un peu comme ce qui s'est passé avec Google Reader où voilà, de jour au lendemain, ils arrêtent de le soutenir et que du coup, et voilà, faut tous ceux qui avaient leur trouver veille des là-dessus, solutions. c'est ça, voilà, tous ceux qui avaient leur veille dessus, obligés de refaire toute leur veille ailleurs. Et encore une veille, c'est plus facile à refaire qu'un agenda parce que ah, ça c'est sûr. l'agenda, C'est un moins d'impact. Pour se souvenir de tous les rendez-vous et tout ça, c'est que moi vraiment, il est blindé, quoi. Hein. J'utilise le privé, le professionnel. Il y a pas une heure qui est pas notée, donc c'est problématique, quoi. Ok. Et quelle est l'application que tu utilises le plus sur ton téléphone? Alors ça, par contre, j'utilise très peu en fait les applications de mon téléphone. Je suis pas du tout appli. Moi, je préfère les web apps, donc les sites web en fait. Et sur mon téléphone, je vais beaucoup directement sur Internet. J'ai toujours 15 milliards d'onglets ouverts dans Safari pour avoir. Et vraiment les applis. Alors, je vais quand même regarder. Ah oui, il y en a une que j'utilise beaucoup. C'est vrai, ça va peut-être vous faire rigoler. C'est la minuterie. Parce que je cuisine beaucoup en travaillant, vu que je travaille beaucoup. D'accord. Et donc, voilà, sans minuterie, je ferais tout brûler tout le temps. Donc ça, j'utilise beaucoup, ouais. Et après, sinon, je crois que j'avais noté quand même... Ouais, bah non, il n'y en a pas d'autres. J'avais regardé, que... Non, je veux me mettre à Evernote, donc ça va être une appli, je pense que je vais utiliser pas mal. Et sinon, voilà, vraiment Safari, je lis beaucoup d'articles en ligne, en fait. Et donc, avec Safari, je vais sur des sites directement. Et plein de sites que j'utilise ont des applis, hein, mais j'utilise pas les applis, quoi. Je vais sur le site. D'accord. C'est drôle. J'aime pas les applis parce que si je m'habitue à des applis, demain je passe sur Android, il faut que je me rechange toutes les habitudes. Je trouve qu'en fait, avec le téléphone, on est vraiment passé en arrière, quoi. Avec le web, on avait gagné de l'indépendance, on avait des applications web qui nous permettaient de nous affranchir de notre système d'exploitation. Et puis d'un coup, les smartphones sont sortis, puis on est retombé 15 ans en arrière avec des applications qui sont dépendantes du système d'exploitation. Et pour moi, j'ai pas du tout envie d'être dépendante d'un système. Je veux pouvoir changer de système. Bon, sur l'ordinateur, évidemment, je suis dépendante de Windows parce que bon, il y a quand même beaucoup de logiciels qu'on utilise. Mais sur les téléphones, voilà, j'ai vraiment envie que ça reste indépendant de l'OS et donc plutôt dépendant du navigateur, quoi. D'accord. Bah, je l'avais jamais vu de cette façon. J'avoue que moi j'aime bien en général l'ergonomie des applications par rapport aux sites web qui ne sont pas toujours optimisés justement pour les mobiles. Oui, là, tu as raison.
C'est voilà, chacun, chacun comme il veut. S'il y a quelque chose que tu aurais aimé savoir avant de te lancer sur le web, ça aurait été quoi? Une chose avant de me lancer sur le web, bah, disons, moi je travaillais déjà dans le web avant de me lancer sur le web, alors je connaissais déjà pas mal. Disons, vraiment quand je fais un retour comme ça, j'arrive pas à identifier vraiment un gros problème qui aurait pu être sauvé si je l'avais su avant. Parce que mon plus gros problème, ça a été cette histoire de référencement, mais je le savais que c'était dur le référencement, je savais que les liens, ça pouvait être source de pénalité, c'est juste que j'avais mal compris les règles. Et ça, on me les avait dit les règles, hein, j'avais mal compris, c'est pas toujours évident. Il y a une chose de connaître, il y a une chose de maîtriser. Donc non, j'ai cherché, mais j'ai pas trouvé vraiment de trucs que j'aurais vraiment aimé savoir avant de me lancer. Non, désolé. D'accord. Et en règle générale, en tant qu'entrepreneur, pas forcément sur le web, mais en tant que, voilà, en tant que non-salarié d'une entreprise, on va dire. Ça ouais, là peut-être oui, plus, parce que c'est que je m'en suis lancée en auto-entrepreneur vraiment tête dedans. Parce que l'avantage d'auto-entrepreneur, c'est qu'il y a quasiment pas d'administratif, hein, tu vois, à faire. Tu peux te lancer comme ça en deux. Et c'est vrai que du coup, je me suis vraiment lancée dedans un peu à l'arrache. Et je pense que si je devais le refaire, je me ferais accompagner dès le début, quoi. Parce que, en même temps, j'avais essayé hein, quand même. Quand je dis ça, ça me fait repenser que j'avais quand même démarché des pépinières à la première année où je m'étais mis à mon compte. Mais j'étais tombée que sur des endroits où, enfin, un blog, ça leur disait rien, quoi. Ça leur disait Ouais. tellement rien. Et moi, j'avais besoin d'aide en web marketing. Je voulais construire une liste de prospects pour vendre des formations en ligne, déjà à l'époque. Et ça leur disait tellement rien. Pour eux, c'était pas, il fallait que je fasse un organisme de formation normal. Enfin, j'arrivais pas à trouver des gens qui puissent m'aider, en fait, et qui connaissent suffisamment le web. Et d'ailleurs, même maintenant, hein, quand je me suis inscrite dans la pépinière, là, ça il y a un an, au départ, enfin, le web marketing, c'est pas leur truc, quoi, hein, c'est clair. Dans les services d'accompagnement comme ça, de création d'entreprise, ils connaissent pas. On dirait que le web, c'est pas arrivé encore. Oui, ils connaissent encore beaucoup mieux les vraies entreprises, on va dire, entre guillemets, entre gros guillemets, des plus traditionnelles, Ouais, c'est voilà. ça. Et les modes de communication en ligne. Par exemple, j'ai fait mon étude de marché en ligne, tu vois, Hum, complètement naturel. Je veux dire, mon public était en ligne. J'ai fait une étude de marché en ligne. ouais. Je ne savais pas que ça existait, qu'on pouvait faire des études de marché en ligne. C'est très surpris, je trouvais que c'est très original. Alors que moi, je suis Ah oui. complètement naturel. J'ai parlé aussi Hum, des sites en marque blanche. Tu connais ouais. sûrement les sites en marque blanche. Tu vois, tu connais cette expression, les marques blanches? Ouais. Tu Ouais. vois, mais Ouais, c'est assez fréquent sur le je web. connais, mais peut-être que tu peux expliquer Ouais. Ben, en fait, un c'est tout petit quand peu. on fait un service en ligne, par exemple, bah, Mythique. Mythique, il fait de la rencontre en ligne et il propose son service en marque blanche. Ça veut dire que si moi j'ai envie de lancer un service de rencontre en ligne, je vais en fait m'abonner sur sur Mythique. Je vais avoir accès à leur catalogue. Je vais pouvoir faire un site en fait qui correspond à leur catalogue avec leurs tarifs et tout ça. Sauf qu'en Hum, fait, c'est mon site à moi et je prends une commission au passage. Mais en gros, l'avantage d'utiliser une marque blanche, c'est que si moi je suis tout seul site de rencontre, je vais avoir peut-être 200 personnes et du coup personne va se rencontrer parce que 200 c'est pas assez. Alors que hum, si je bénéficie du catalogue de Mythique où il y a, je sais pas moi, 40 000 personnes, et ben là du coup j'offre une vraie possibilité de rencontre aux personnes qui s'inscrivent chez moi. Et donc en fait, ben, Mythique, leur avantage, c'est que ça grossit leur catalogue et en échange d'une petite commission, donc c'est pas grand-chose. Donc hum, tout le monde est gagnant et dans le web ça se fait beaucoup, hein. Il y a énormément d'entreprises qui ouais. diffusent leur catalogue, leurs services, leurs produits en marque blanche. Et ça c'était un concept qu'ils connaissaient pas non plus. Alors que je veux dire, D'accord. moi quand j'ai commencé dans le web en 2009, l'entreprise dans laquelle je travaillais diffusait déjà ses services en marque blanche. On est en 2014 quoi, ça fait il y a 5 Hum, ans. À mon avis la marque blanche ça existe depuis très longtemps, mais c'est spécifique au web. Et apparemment voilà les services d'accompagnement d'entreprise sont quand même plus sur les entreprises classiques quoi. Donc, hum. euh, donc voilà, j'aurais aimé être plus accompagnée dès le début, mais en même temps, j'ai pas trouvé l'accompagnement adéquat. Donc voilà, je sais pas si on aurait pu vraiment m'aider dès le début. Oui. Et un peu dans le même sens, mais du coup, quel est le meilleur conseil que tu as jamais reçu? Alors ça, le meilleur conseil, c'est de bons conseils, j'en ai reçu pas mal quand même, hein. Alors le meilleur, je pense, c'est vraiment celui qu'il faut appliquer absolument, c'est d'aller vers les autres et de se tisser un réseau. Parce que sur Internet, on est vite fait isolé et il Hum, faut vraiment aller vers les autres, pas de façon intéressée, hein, mais juste parce que c'est intéressant aussi de découvrir des gens,
de voir ce qu'ils font, et puis de se lier d'amitié, quoi. Mm. Ça permet de pas juste être quelqu'un comme ça tout seul, mais aussi de se sentir proche de personnes qui sont en ligne et qui font des choses bien. Alors, il faut commencer dès le début, quoi. Hein. Quand on est petit, on commence avec des petits, puis après, dans les petits, on devient plus gros. Et il y a des copains à nous qui deviennent aussi plus gros. Et puis, ça nous permet aussi du coup de rencontrer d'autres personnes qui sont aussi un peu plus grosses et d'augmenter notre réseau. Vraiment, voilà, moi, Mm. c'est ça, le meilleur conseil qu'on m'a donné, c'est d'aller vers d'autres. Et ça vous sera utile le jour où justement vous aurez besoin de lancer quelque chose ou d'avoir plus de visibilité. De publier des articles invités, de je sais pas quoi, ben c'est ce Mm. jour-là que vous aurez besoin de réseau. C'est pas ce jour-là qu'il faut le créer, quoi. Le réseau, ça se crée, c'est de la sensibilité, donc il faut essayer d'accrocher avec plusieurs personnes. Peut-être sur 10 personnes avec qui on a essayé de contacter, il y en a que 3 avec qui on va avoir une affinité et on va rester copains, quoi. Mm. C'est pour ça qu'il faut essayer quand même de rentrer en contact, comme dans la vie réelle, quoi. Comme si on était dans une entreprise, on essaie de se faire des collègues. Parmi les 200 collègues qu'il y a, il y en a peut-être que 5 avec qui on va vraiment hacher. Mais il faut essayer de parler à tout le monde pour trouver ces 5-là, quoi. Donc, Ouais. Ouais, non, et je pense que ce que tu as dit très correctement, c'est que c'est pas au moment qu'on a envie de que les autres nous aident. Donc justement, quand on lance quelque chose, ou quand on a besoin de visibilité, que c'est à ce moment-là qu'il faut commencer à contacter les gens, que c'est vraiment bien avant, au moment que il n'y a rien à gagner entre guillemets, mais que c'est vraiment un véritable échange et voilà qu'on est juste vraiment intéressé par le projet de l'autre, par l'échange